Nous examinons ce matin pour avis les chapitres 2, 3 et 4 du projet de loi relatif à la prévention des actes terroristes et au renseignement, c'est-à-dire les articles de 7 à 19. Ces chapitres concernent respectivement la politique publique du renseignement, la lutte contre les drones présentant une menace et les archives intéressant le secret de la défense nationale. Le contexte sécuritaire actuel est bien connu de tous, c'est celui de la guerre hybride qui fait du continuum sécurité-défense un enjeu plus que crucial pour la sécurité de nos concitoyens. La ministre des Armées le rappelait le 1er février dernier à Orléans, le terrorisme est la menace la plus meurtrière à laquelle nous faisons face aujourd'hui. L'ensemble du ministère des Armées s'est mobilisé et adapté pour faire face à une menace terroriste globale. Qu'il s'agisse de son engagement dans les opérations extérieures, l'opération Chamal au Levant, l'opération Barkhane au Sahel, ou en opération intérieure, comme l'opération Sentinelle, et également dans les nouveaux champs de conflictualité, comme le cyber et la lutte informationnelle. Si le terrorisme représente la première des menaces, il importe de rappeler que la politique publique du renseignement n'a pas pour seule finalité la prévention d'actes terroristes. Madame la Présidente nous les a parfaitement rappelés tout à l'heure, lors de son propos. Vous en conviendrez, dans ce contexte, il est important que nos services de renseignement, ceux du ministère des Armées, mais aussi ceux des autres ministères, et en particulier la DGSI, disposent des moyens efficaces pour mener leur action. Surtout que les services de certains autres États ou proto-États agissent, eux, sans cadre légal et de façon totalement désinhibée. Renforcer l'efficacité des services, tel est bien le sens du projet de loi qui nous est présenté. Comme vous le savez, le 24 juillet 2015, le législateur a adopté un texte novateur sur la politique publique du renseignement. Cette loi définit également les modalités de recours aux techniques de renseignement. Je me permettrai de vous rappeler que l'usage de ces techniques ne peuvent être autorisés que par le Premier ministre. Après un avis d'une autorité administrative créée en 2015, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et que la loi crée également un contrôle juridictionnel en instituant au sein du Conseil d'État une formation spécialisée. Enfin, la commission de contrôle exerce également un contrôle a posteriori sur les respects par les services de renseignement des autorisations délivrées par le Premier ministre. Ce cadre protège à la fois les libertés de nos concitoyens et les agents de nos services de renseignement, puisque leur action est légitimée par la loi. Ce cadre légal équilibré a nécessité, et il faut le souligner, que les services se réorganisent et mobilisent de la ressource humaine et financière pour se conformer à la loi. La loi de 2015 est considérée aussi, bien par le gouvernement que par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, comme un cadre éprouvé et approuvé dont il importe, j'insiste beaucoup sur ce point, de maintenir l'architecture et l'équilibre. Un équilibre entre respect et liberté et garantie de l'efficacité de nos services au profit de la sécurité nationale. Les articles 7 à 17 maintiennent cet équilibre et consolident. Ils apportent à la loi et visent à renforcer les moyens de nos services, de même que le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Je distinguerai donc trois types de dispositifs. Tout d'abord, le projet de loi apporte des ajustements aux dispositifs existants dans la loi de 2015. Un premier ensemble de mesures d'ajustement vise à encadrer, d'une part, les conditions dans lesquelles les services de renseignement peuvent exploiter les renseignements pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, et, d'autre part, le partage de renseignements entre les services. C'est l'article 7 qui favorise la coopération entre les services pour éviter tout trou dans la raquette et restreindre l'usage des techniques intrusives. Dans le même ordre d'idées, l'article 17 du projet de loi organise les échanges d'informations entre les services judiciaires et les services de renseignement dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et les criminalités organisées.
De même qu'entre les services judiciaires et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Je me félicite de cette mesure tendant à renforcer les synergies entre les enquêtes judiciaires et le renseignement administratif. Quant à l'article 8, il autorise la conservation des données collectées pendant une durée de 5 ans à un strict fin de recherche et de développement. Cette disposition permettra d'entraîner les programmes d'intelligence artificielle et ainsi de faire face à l'augmentation massive du volume des données captées dans un contexte de digitalisation de la société. L'article 9 harmonise les durées d'autorisation de recours aux techniques de recueil de captation des données informatiques. C'est une mesure de simplification qui me paraît de bon sens. L'article 10 entend les possibilités de réquisition des opérateurs de communication électronique s'agissant du recueil et de la captation de données informatiques et s'agissant des IMSI catchers compte tenu du déploiement en cours de la 5G. L'article 12 vise à pérenniser la technique de l'algorithme auparavant expérimentale. Le gouvernement a en effet présenté au Parlement l'an dernier un bilan concluant à l'efficacité de ce dispositif pour prévenir les actes terroristes. L'article 13 étend, quant à lui, cette technique algorithmique aux adresses Internet. Actuellement, les 3 algorithmes en cours d'utilisation ne s'étendent qu'aux factures détaillées et aux fameux métadonnées. Cette extension aux adresses Internet me paraît indispensable car la communication s'effectue de plus en plus sur la toile et de moins en moins par téléphone. Cette extension aux URL est particulièrement utile pour détecter des menaces de bas spectre, c'est-à-dire concrètement des signaux faibles de radicalisation chez des individus inconnus des services et qui passent très vite à l'acte avec peu ou pas de moyens. Le dispositif est assorti de plusieurs garanties. Tout d'abord, je rappelle que la technique algorithmique se limite à la prévention du terrorisme. En outre, comme le prévoit le droit en vigueur, la levée de l'anonymat des personnes détectées n'est possible qu'en cas de menace caractérisée et après autorisation du Premier ministre accordée après avis de la CNCTR. Le dispositif est donc sérieusement bordé. Enfin, l'article 14 étend la possibilité de recueil de données en temps réel aux adresses Internet. Ces données ne pourront être conservées que pendant 120 jours. Cette mesure paraît cohérente avec l'extension du dispositif algorithmique à ces mêmes URL. Le deuxième type de mesure vise à préparer l'avenir en adaptant la loi aux évolutions technologiques et en l'occurrence à la technique des communications satellitaires. Vous savez sans doute que plusieurs opérateurs ont le projet de mettre en orbite des milliers de satellites de télécommunications. C'est pourquoi l'article 11 prévoit à titre expérimental la possibilité de procéder à des interceptions de sécurité sur les communications satellitaires, au même titre que les communications téléphoniques. Le dispositif retenu consiste à créer une nouvelle modalité d'interception de correspondance qui sera mise en œuvre directement à l'aide d'un dispositif ou d'un appareil de captation, sans que l'opérateur réponde à une réquisition d'interception. Enfin, un troisième ensemble de mesures en matière de renseignement vise à tirer les conséquences de l'arrêt French Data Network rendu par le Conseil d'État le 21 avril dernier, qui juge que la conservation généralisée des données est aujourd'hui justifiée par la menace grave qui existe pour la sécurité nationale. L'article 15 définit les modalités de conservation des données de connexion en cas de menace grave, actuelle ou prévisible, sur la sécurité nationale. Il prévoit notamment une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale. Lorsqu'il est constaté une menace grave, actuelle ou prévisible,
cette conservation sera strictement encadrée. L'article 16 renforce le contrôle exercé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il prévoit en effet que lorsque le Premier ministre autorise le recours à une technique de renseignement, en dépit d'un avis défavorable de la commission de contrôle, la formation spécialisée du Conseil d'État est immédiatement saisie par le président de cette commission. Le juge administratif doit alors se prononcer dans les 24 heures et l'autorisation du Premier ministre est suspendue, sauf en cas d'urgence. Troisième chapitre concernant la lutte contre les drones présentant une menace. L'article 18 prévoit de rendre inopérant l'équipement radioélectrique des drones considérés comme malveillants par les services de l'État concourant à la sécurité intérieure, à la défense nationale et au service public de la justice. La neutralisation sera autorisée aux seules fins de prévenir les menaces pour la sécurité des personnes et des biens ou le survol d'une zone en violation d'une interdiction. Le quatrième chapitre concerne les archives intéressant la défense nationale. Ce chapitre, constitué d'un article unique, l'article 19, modifie l'article L213-2 du Code du patrimoine pour clarifier le régime de communicabilité des archives classifiées dans le sens d'une plus grande ouverture au bénéfice de l'ensemble des usagers des services d'archives, et en particulier des chercheurs, des historiens. Le cadre proposé permet de garantir la protection des documents les plus sensibles pour la défense nationale, en particulier ceux des services de renseignement vis-à-vis des puissances étrangères ou des organisations qui seraient hostiles à notre pays. En résumé, elle comporte 3 avantages incontestables pour les services d'archives, pour les chercheurs et les historiens, pour les membres des services de renseignement et enfin pour les citoyens et leur sécurité. Le premier de ces avantages est un accès aux archives facilité. En rendant communicable l'écrasante majorité des documents classifiés datant de plus de 50 ans, ce dispositif va alléger de manière considérable la charge pesant actuellement sur les services publics d'archives pour la préparation matérielle des demandes de classification. Leur suivi et enfin le démarquage des documents concernés. En outre, la modification du Code du patrimoine proposée par le projet de loi permettra aux agents d'écarter le risque pénal de compromission associé à la communication des documents portant un timbre de classification pour les agents des services publics d'archives. Il faut bien retenir que cette mesure va avoir pour conséquence une ouverture très importante des archives classifiées. Plusieurs centaines de milliers de documents classifiés vont être ouverts, alors qu'actuellement, leur communication n'est possible qu'après déclassification formelle et démarquage préalable. Les services historiques de la Défense estiment que la mesure permettra l'ouverture de 650 000 dossiers d'archives. C'est une réelle avancée, car la situation actuelle obère les ressources des services d'archives et provoque la paralysie de nombreux travaux de recherche historique portant sur les périodes de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie et de la guerre froide. En tant que rapporteur, je considère que la demande des historiens, des étudiants et du monde de la recherche est véritablement et pleinement prise en compte par le gouvernement par cette modification de la loi. Deuxième avantage, je tiens à le souligner, une protection plus grande pour les membres des services du renseignement. Enfin, et dernier avantage, et non des moindres, une meilleure protection des citoyens grâce à la mention explicite des documents dont la communication pourrait être préjudiciable à la sécurité des citoyens dans 4 cas. Le premier, les plans de centrales nucléaires, de barrages hydrauliques, d'infrastructures militaires. Deuxième, le matériel de guerre. Et troisièmement, les procédures opérationnelles des services de renseignement. Quatrièmement, le système
de contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire. Je tiens à le souligner encore une fois, cette modification va réduire significativement les délais de consultation si la modification du Code du patrimoine proposée est adoptée. Cette modification est bien plus qu'une clarification juridique, elle permet de respecter deux principes de valeur constitutionnelle. Et je tiens à le rappeler ici, le secret de la défense nationale, qui contribue à l'exigence constitutionnelle de protection des intérêts fondamentaux de la nation, doit, dans le cas des archives, être concilié avec l'impératif constitutionnel de droit d'accès aux archives publiques. Par ce projet de loi, le secret de la défense nationale reste un outil plus que jamais conciliable avec la démocratie et l'état de droit. Pour conclure, mes chers collègues, je souhaiterais également, comme la présidente vient de le faire, rendre un hommage appuyé à nos agents des services de renseignement civils et militaires, qui agissent dans l'ombre et avec abnégation pour la sécurité de nos concitoyens. Soyons donc leurs fervents défenseurs et n'oublions jamais ceux morts pour la France et parfois même dans l'anonymat. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, sans tarder, je vais céder la parole aux orateurs de groupe pour quelques-uns d'entre eux. Je crois qu'ils sont tout complets. Donc, pour le groupe La République En Marche, Françoise Balléblu. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, très chers collègues. Monsieur le rapporteur, je tenais à vous remercier pour votre exposé exhaustif de ce projet de loi relatif à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement. Vous avez permis de mettre en valeur les instruments de prévention dont nous disposons afin de lutter contre une menace terroriste qui demeure toujours très élevée sur l'ensemble de notre territoire national. Comme vous avez pu le démontrer, il est important de rappeler que ce projet de loi vise à pérenniser et à compléter les dispositions renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme promulguées par le président de la République en 2017. Ce texte avait instauré de nouvelles mesures de police administrative inspirées de l'état d'urgence en les adaptant au droit commun. Ces dispositions ont démontré leur grande utilité opérationnelle, que ce soit en amont de l'ouverture d'une procédure judiciaire pour assurer le suivi d'une personne manifestant des signes de radicalisation ou à l'issue de la détention d'une personne condamnée pour une infraction à caractère terroriste. Ainsi, le nombre mesuré de contrôles et les faibles taux de contestation des jugements justifient cette pérennisation. Mais malgré cela, il existe un certain nombre de réserves à ce sujet. En effet, la CNIL a estimé nécessaire d'encadrer plus strictement les dispositifs prévus par ce projet de loi. Nombre de ces recommandations ont été prises en compte par le gouvernement, mais il appartient aujourd'hui aux législateurs de définir les contours de cet équilibre au regard des exigences constitutionnelles et européennes. Ainsi, dans ce contexte, pouvez-vous nous dire, monsieur le rapporteur, quelles sont les mesures prévues afin de garantir un équilibre entre les impératifs légitimes de sécurité et le respect de la vie privée de nos concitoyens ? Je vous en remercie. Voilà. Merci, chers collègues. Pour le groupe Les Républicains, monsieur Claude Deganey. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Alors nous sommes aujourd'hui saisis pour avis sur la partie renseignement de ce projet de loi qui est l'aboutissement de différentes expérimentations mises en place par la loi de renseignement de 2015. Alors transcrire dans la loi la réalité du terrain était important, compte tenu notamment du besoin qu'ont les services de partager entre eux les informations qu'ils ont pu collecter, l'ennemi pouvant venir de l'extérieur comme de l'intérieur. De plus, l'évolution rapide des technologies de communication accessibles à tout à chacun, comme la 5G ou les communications satellitaires, oblige nos services à des adaptations constantes afin de les intercepter. Rappelons que 33 projets d'attentats ont été déjoués depuis 2017. L'interception des communications permet de tuer ces projets dans l'œuf, sauvant des vies et permettant à notre pays de ne pas sombrer un peu plus dans le séparatisme qui le secoue. Par ailleurs, cette loi tire les conséquences de la bonne décision, qui a été rappelée tout à l'heure, qui a été rendue par le Conseil d'État le 21 avril dernier, confirmant que l'état de la menace
pour la sécurité nationale justifiait le recours à une conservation généralisée des données. Il est capital que la France conserve toute sa souveraineté juridique en la matière et ne capitule pas face à la Cour de justice de l'Union européenne, démontrant que nous sommes tout à fait capables d'assurer les libertés fondamentales de nos concitoyens, tout en répondant à l'impératif de leur sûreté. Enfin, s'agissant de la délégation parlementaire au renseignement qui a été créée sous Nicolas Sarkozy et dont j'ai l'honneur de faire partie, je qualifierais l'amendement que nous présentons avec Mesdames les présidentes des commissions de la Défense et des Lois et Monsieur Loïc Kervran d'avancée majeure du contrôle parlementaire dans le domaine du renseignement. En effet, les services de renseignement, par essence, ne peuvent pas être transparents envers la population totale. Il est d'autant plus important qu'il le soit pour quelques-uns de leurs représentants, par ailleurs dûment habilités. L'extension du domaine du renseignement et la complexification des techniques employées, qu'il nous appartiendra de voter, impliquent pour rassurer les Français d'éventuelles dérives qu'un contrôle accru et approfondi soit assuré par le Parlement. J'espère que le gouvernement apportera un avis favorable à cet amendement. C'est l'occasion maintes fois ratée durant ce quinquennat d'accorder au Parlement toute la place que la Constitution lui a conférée. Pour conclure, et vous l'avez compris, je n'exprime aucune réserve, monsieur le rapporteur, madame la présidente, aucune réserve particulière concernant les articles sur lesquels nous sommes saisis pour avis. J'ai pu constater par moi-même le professionnalisme des hommes et des femmes des services protégeant nos concitoyens. C'est notre rôle de parlementaire que leur fournir les outils nécessaires à la bonne réussite de leur mission. Merci. Pour peut-être, Monsieur le Président André Chassaigne, je sais que vous avez un impératif. Ça va bien, je respecte l'ordre. D'accord. Pour le groupe, le MODEM, Madame Josie Pouetto. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je te promets, André, que je ne vais pas être longue. Tu pourras donc partir dans tes créneaux. Chers collègues, merci aussi de cette présentation, parce que le complément apporté par votre propos introductif au projet de loi qui nous occupe aujourd'hui était très instructif, et je vous remercie d'avoir bien voulu réaffirmer l'importance du sujet dont il traite. Il y a quelques jours de cela, la CNIL a publié ses avis concernant le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, par le biais desquels elle souligne la nécessité d'accompagner les moyens dont disposent nos services de ces renseignements de garantie vis-à-vis des atteintes qui pourraient être portées à la vie privée de ces personnes. Je m'associe d'ailleurs à toutes les félicitations et les remerciements concernant ces agents. Et évidemment, au nom de mon groupe, je m'y associe. La CNIL a souligné l'impossibilité pour elle de se prononcer sur la perpétuation de la technique dite de l'algorithme, notamment abordée à l'article 12 du présent projet, je cite, « Le bilan détaillé étant couvert par le secret de la défense nationale et n'étant accessible qu'à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, CNCTR, en termes barbares, et à la délégation parlementaire du renseignement. » Dès lors, cette technique de renseignement, créée en 2015, permet de détecter automatiquement les connexions téléphoniques ou sur Internet susceptibles de révéler une menace terroriste. Néanmoins, la CNIL ayant confié ses inquiétudes au gouvernement concernant le fait que la possible extension de ce dispositif aux URL, c'est-à-dire aux adresses des sites Internet, là aussi, je cite, en modifie fortement la portée. Aussi, elle regrette que sa demande de renouvellement d'expérimentation n'ait pas été suivie par ce dernier. Chers collègues, il s'agit en effet d'une technique pour le moins intrusive, celle-ci analysant l'ensemble des données de groupes de personnes au détriment d'une surveillance ciblée. Dans cette perspective, quel est votre avis sur la pérennisation de ce dispositif? Les techniques traditionnelles ne sont-elles pas suffisantes? Je vous en remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Agir Ensemble, Thomas Gassilou. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, écoutez, Monsieur le rapporteur, je vais déjà commencer par vous remercier pour votre travail et la présentation que vous venez de faire.
remercier également la présidente pour la saisie pour avis de la commission de la Défense, qui semble toute naturelle, étant donné que parmi les 6 services du premier cercle, 3 dépendent du ministère des Armées, DGSE, DRM, DRSD. On pourrait même imaginer un monde où la commission de la Défense serait saisie sur le fond, sur ce genre de texte qui concerne directement notre sécurité dans le cadre du continuum sécurité-défense. Dans cette attente, on pourra compter sur Loïc Kervran qui nous représente dignement à la commission des lois comme rapporteur. Alors je pense que ça a été rappelé, 32 attentats déjoués depuis 2017. Ça nous rappelle que la menace terroriste est toujours à un niveau élevé et que cette menace, bien que la plus emblématique, cette menace malheureusement n'est pas la seule. C'est donc dans ce contexte qu'il nous revient d'étudier le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme au renseignement, et plus particulièrement ces chapitres renseignement, lutte contre les aéronefs sans personne à bord et archives intéressant la défense nationale. L'apport des nouveaux dispositifs permis dans ce texte, tels que la technique dite de l'algorithme, l'intégration des URL dans le champ des données pouvant faire l'objet d'une détection en temps réel, l'évolution de la conservation des données ou le partage de l'information entre services, sont autant d'outils qui doivent figurer dans la palette d'outils de nos services. Il est de notre responsabilité de donner à ceux qui travaillent dans l'ombre les moyens dont ils ont besoin pour protéger le territoire national et nos compatriotes et de sécuriser leurs usages. Pour ces raisons, le groupe Agir Ensemble votera sans réserve l'ensemble des articles dont nous sommes saisis. Peut-être je terminerai par une question concernant les périmètres des données que nous sommes en mesure de collecter. Comme vous le savez, de plus en plus d'usages, que ce soit du texte, de la donnée, de la vidéo, transitent par des messageries instantanées le plus souvent cryptées. Et donc j'aimerais interroger le rapporteur pour avoir finalement son avis sur les données que nous sommes en mesure de collecter sur ces messageries, puisque bien entendu, ceux qui veulent se cacher et ne pas dévoiler leur projet utilisent de moins en moins des réseaux ouverts. Et donc finalement, monsieur le rapporteur, pouvez-vous nous faire un état de la manière dont nous sommes légalement en mesure de faire du renseignement sur ces messageries cryptées? Je vous remercie. Merci. On pourrait se saisir au fond. Il faudrait à ce moment-là que la Commission de la Défense puisse aussi s'occuper de la sécurité intérieure, ce qui est un autre débat qui nous dépasse largement. Mais nous avons gentiment prêté notre collègue Loïc Kervran pour qu'il puisse porter toutes ses compétences au service de la Commission des lois. Pour le groupe UDI et indépendant, M. Yannick Favennec-Becco. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, merci cher Jean-Michel pour ce rapport très complet. Je me réjouis que notre commission ait été saisie pour avis sur ce projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. En guise de propos liminaire, donc, le groupe UDI et indépendant considère qu'il s'agit d'un texte à la fois important et nécessaire, qui permettra à la France de lutter plus efficacement contre la principale menace meurtrière qui guette notre pays, le terrorisme islamiste. Nous le savons ici, et peut-être malheureusement plus que d'autres, la menace terroriste est particulièrement mouvante et de plus en plus difficile à détecter. Le ministre de l'Intérieur l'a d'ailleurs rappelé hier après-midi en commission des lois, lors des 9 derniers attentats qui ont frappé la France. Aucun auteur n'était connu par les services de renseignement français. Il est donc urgent de donner à nos services les moyens d'identifier plus précocement les signaux faibles, tout en renforçant leur capacité opérationnelle, afin de gagner en précision, en efficacité et aussi, bien sûr, en indépendance. Les dispositions de ce projet de loi, telles que la pérennisation de l'autorisation de recourir à la technique de l'algorithme, l'extension de la surveillance algorithmique aux URL, l'échange de renseignements entre les différents services ou l'interception de correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire permettront, à condition qu'elles soient bien encadrées et que tous les doutes soient levés quant à leur constitutionnalité, de répondre à l'évolution rapide des technologies et des comportements. De même, le régime dérogatoire de conservation des données dont bénéficieront nos services de renseignement permettra d'améliorer les outils d'intelligence artificielle dont ils disposent. Si cela va assurément dans le bon sens, notre groupe considère que des garde-fous
doivent être posées afin que ces dispositions, bien que nécessaires malheureusement, ne se transforment pas un jour en armes contre toutes nos libertés. À mon tour, et pour conclure, je me joins à vos propos, Madame la Présidente, et à ceux de notre rapporteur pour remercier tous nos agents du renseignement pour leur engagement, leur dévouement, parfois au péril de leur vie, et j'ai bien sûr une pensée toute particulière pour ceux qui ont justement laissé leur vie. Merci, chers collègues. Donc, notre président André Chassaigne. Merci. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Je sais bien. Pour 10 heures, mais on a du temps. D'abord, remercier Madame la Présidente et Monsieur le rapporteur pour vos deux interventions préliminaires qui ont apporté des éclaircissements très intéressants. Je vous le reproche d'ailleurs parce que par anticipation, vous avez répondu à des questions que je souhaitais poser. Je voudrais d'abord revenir en précisant que mon groupe parlementaire n'a pas encore étudié, on le fera tout à l'heure, donc je n'exprimerai pas sur un vote. Tout ça, ça va très vite. Il y a quand même une question de forme qui se pose. D'abord sur mais vous y êtes pour rien, bien évidemment, Madame la Présidente. Le recours à la procédure accélérée, qui, à mon avis, évite un débat approfondi, et nous le regrettons chaque fois. Il y a eu en plus cette lettre rectificative qui est sortie le 12 mai au soir. Et je vous avouerai qu'en ce qui me concerne, je l'ai découverte seulement le samedi suivant. Après avoir travaillé sur le texte et des amendements qui devaient être déposés à 17h le vendredi, en plein week-end de l'Ascension. Ça, franchement, c'est pas quelque chose qui est très respectueux du travail parlementaire, mais je voulais quand même le préciser parce que c'est pas une bonne façon de travailler. Sur le fond, d'abord, c'est une demande de précision. J'ai pas étudié en détail le texte, je l'ai quand même lu, et je me suis posé une question qui demanderait, à mon avis, à être éclaircie, qui ne nous concerne pas dans les articles, qui sont soumis à notre analyse aujourd'hui, mais quelle est la définition des terroristes? Je prends un exemple. Vers chez moi, les 3 gendarmes qui ont été tués par, semble-t-il, un loup solitaire, ou plus ou moins solitaire, survivaliste, chrétien d'ailleurs, allant à l'église tous les dimanches. Est-ce que lui, on peut le considérer comme un terroriste? Je crois que ça serait quelque chose qu'il faudrait éclaircir, parce qu'il y a de plus en plus des questions des gens à l'intérieur de notre pays, notamment dans les territoires ruraux, qui peuvent être considérés comme dangereux. Et c'est vrai parce que sur cette question-là, moi-même je l'ai souligné plusieurs fois ici en commission, il y a effectivement, monsieur le rapporteur, des trous dans la raquette. Il y a effectivement le problème qui se pose concrètement du partage des renseignements des différents services. Donc, c'était ma première question. Je pense que c'est quelque chose qui doit être éclairci. Deuxièmement, comme ça a été dit par tous les intervenants précédents, on voit bien qu'il s'agit là, avec des mots différents, mais je crois qu'on se retrouve là-dessus, d'ancrer dans le droit commun des dispositifs de renforcement du pouvoir exécutif avec l'extension des pouvoirs de police administrative et l'anticipation, c'est ça qui est important et sur lesquels on peut s'interroger, l'anticipation de la répression de comportements qu'on considère comme potentiellement, possiblement dangereux. Donc là, on est sur le fil du rasoir, je voulais le préciser, mais ça a été dit par d'autres. On est sur le fil du rasoir entre la question de l'efficacité des recherches de renseignement, de la lutte contre le terrorisme d'un côté, et de l'autre côté, les libertés individuelles, la protection de la vie privée. Il faut qu'on ait toujours ça en tête, et je crois que ça traverse absolument tous les groupes. Je pense que ça traverse tous les groupes. Et c'est vrai qu'on le voit en particulier avec l'inclusion des adresses URL, où il y aura désormais possibilité de consulter avec les algorithmes, si j'ai bien compris, les adresses web qui ont pu être consultées par des internautes. Tout ça, ça va assez loin, en fait. Donc, il faut bien être conscient de ça. J'ai déjà fait 3 minutes 30. Bon, je termine. Non, je termine en disant que sur l'article 19, dans un premier temps, j'étais interrogatif, mais c'est vrai, vous avez eu raison de le dire, l'article 19 du projet de loi apparaît désormais globalement suffisant et de nature à lever des inquiétudes. Bon, il y aura, semble-t-il, quelques amendements quand même qui seront déposés de façon transpartisane, qui ont été envoyés aux différents groupes. Moi, je ne les ai pas vus, donc je ne sais même pas si on les avait à disposition avant vendredi, pour quelques petites précisions. Mais c'est vrai que sur ce point-là, contrairement à la première approche que j'avais pu avoir, je pense que les choses se sont bien équilibrées, se sont bien rétablies. Je vous remercie pour m'avoir accordé du temps supplémentaire qui sera pris sur le temps de mon ami Jean Lassalle. Merci, Président. Donc, voilà.
Pour le groupe Liberté et Territoire, Jean Lassalle. Merci infiniment, Madame la Présidente. Mes chers collègues, effectivement, c'est un texte qui interroge beaucoup parce que, comme l'ont souligné pratiquement, je pense, tous les collègues, le danger, et nous l'avions bien anticipé au sein de la Commission, change et il ne cesse de changer. Et on a du mal, comme le disait André Chassaigne à l'instant, à savoir qui est un terroriste facilement repérable et celui qui ne l'est pas. Le danger potentiel peut venir de partout, à n'importe quel moment, et dans le monde entier, parce que je ne pense pas que sur ce sujet-là, nous fassions exception. Bon, il y a le manque de sens profond à notre vie, la montée du désespoir, l'absence de repères qui sont estompés progressivement. Deuxièmement, en ce qui concerne la défense, je pense que c'est et le contre-espionnage et l'espionnage doit être absolument une priorité dans l'état actuel des choses, en attendant que le bon sens ait quelque chance de revenir. Je pense qu'il reviendra. Et je me demande comment on peut le faire sans modifier un peu plus profondément notre manière de faire. Est-ce qu'on peut le faire vraiment avec les Turcs, avec les Russes? C'est des questions que je pose. Si j'entends quelques-uns des agents qui ont fait ce travail, qui sont à la retraite, les mauvais coups viennent parfois autant des amis potentiels que même des ennemis, parce que les ennemis, on les attend. Et même des Américains, dont la ligne n'est pas très claire. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à conduire, elle est politique et à un très haut niveau là-dessus. Je ne sais pas vraiment qui sont les alliés sur lesquels on peut s'appuyer. Et ensuite, je crois que, comme tout le monde l'a dit, il faut renforcer, mais je pense que beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens-là, les services et les faire travailler tous ensemble en associant les forces vives de la nation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Si peut-être d'autres collègues veulent intervenir. Monsieur Jacques-Marie Lossian, est-ce que certains d'entre vous veulent poursuivre la conversation? Bien, mais écoutez, monsieur le rapporteur, je vous cède la parole déjà pour une première partie des réponses. Merci Madame la Présidente. Merci à tous pour vos questions. Certaines se regroupent un peu. Vous m'excuserez, donc parfois je vais les regrouper. Je vais commencer donc par la question de Françoise Ballet-Blu, qui était aussi un petit peu en commun avec la question de Yannick Favennec-Becco. Le projet de loi doit trouver ses équilibres et doit effectivement bien être bordé. Il ne faut pas oublier que systématiquement, le projet de loi renforce, pratiquement tout le long de son texte, renforce la position de la CNCTR. On voit bien qu'on le dit à plusieurs endroits, si le Premier ministre ne suit pas les avis de la CNCTR, celle-ci doit saisir le Conseil d'État. Et dans les 24 heures, le Conseil d'État devra statuer systématiquement sur ces demandes. Et donc, trouver cet équilibre effectivement entre l'efficacité et en même temps un contrôle qui soit sérieusement bordé était très important. Et c'est ce qui a importé un peu l'architecture en fait de ce projet de loi. Une deuxième question était de Claude Ganet, pardon, excusez-moi. Mes notes, Claude Ganet, non, c'était une question, c'était plus plus qu'une question. Finalement, ça a été un soutien
tout simplement, à cette loi qui, effectivement, comme le dit Claude Gannet, cherche l'efficacité tout en gardant le bon équilibre. Et je le remercie pour son soutien et je ne suis pas étonné de sa position. En tout cas, merci beaucoup, Claude Gannet. Alors, ensuite, il y avait une question de Josie Pueyo. Ma chère Josie... Pueyo, pardon. Les techniques traditionnelles ne suffisent pas, effectivement, d'où l'extension aux IRL, qui sont une nécessité, en fait, pour pouvoir essentiellement détecter les signaux faibles, qui passent souvent sous les radars. Et en fait, cette nouvelle technique permet de déceler des signes de radicalisation qui parfois se fait de façon discrète avec Internet, aussi bien dans les recherches d'informations par les différents auteurs d'actes terroristes, mais aussi dans leur communication. Donc l'expérimentation a montré toute son utilité. Un rapport d'ailleurs a été rendu l'année dernière au Parlement et un autre sera rendu fin juin. La CNCTR assure un contrôle de l'algorithme, donc il nous faut en compter sur le sérieux de la CNCTR. Il nous semble donc nécessaire de pérenniser l'algorithme et de l'étendre aux URL, car ça sera un gage d'efficacité. Député Thomas Gassiou, donc vous évoquiez les messageries cryptées, effectivement, que ce soit messagerie WhatsApp, Telegram, Signal, etc. C'est effectivement une problématique majeure sous le plan technique pour les services. Il faut savoir que, bien entendu, nos services ont des labs de recherche et de développement et que continuellement, ils améliorent leurs techniques d'investigation de façon à pouvoir être à niveau par rapport à l'asymétrie que pourraient présenter certaines utilisations de la part de terroristes. À ce stade, cette problématique n'appelle pas en tout cas de réponse sous le plan juridique. Mais en tout cas, votre question est tout à fait pertinente et d'actualité. Et effectivement, elle est sujet d'une préoccupation et de travail de la part de nos services. Monsieur Favennec-Becco, j'ai répondu, je pense, par rapport aux garde-fous qui doivent être posés. Donc ça a été bien bordé. Président Chassaigne, cher André, la définition du terrorisme, c'est effectivement, c'est toute une... Ce serait difficile d'y répondre parce que si on prend même nos livres d'histoire, on va voir que le mot terroriste a pu être utilisé à maintes et maintes fois, parfois avec des profils différents. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, ce qui est regardé de toute façon par nos services, par nos institutions, par ceux qui nous protègent, c'est finalement les actes et les intentions que posent les gens. Et c'est cette définition. Il faut se baser finalement plus sur les faits que sur un espèce de chapeau élargi dans lequel on ne sait pas trop ce que l'on met. Et vous avez tout à fait raison de nous le rappeler, qu'il faut être très prudent dans le maniement des mots. Et ce qui est important, c'est de bien y retrouver quelque chose de caractérisé que l'on doit cibler. L'autre question que vous avez posée, c'était sur l'article 7. Le partage de renseignements doit être renforcé, effectivement, et l'article 7 le renforce. Je partage votre souci d'éviter tout trou dans la raquette. C'est indispensable. Les chefs de service de renseignement que nous avons pu voir lors des différentes auditions nous l'ont bien rappelé et ont bien pris en compte cette dimension. Enfin, dans leurs propos, on n'a aucun doute. Sur l'algorithme
Et les URL, comme je l'ai bien expliqué tout à l'heure, c'est très encadré. Hein. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs phases. La mise en œuvre de l'algorithme sera faite qu'après la consultation de la CNCTR. Donc c'est un premier obstacle. La désanonymation suppose une nouvelle autorisation. Hein, donc ça ne peut pas se faire comme ça. Et la consultation de la Commission nationale se fera systématiquement dès l'instant où il y a besoin. Et si elle disait non, on retombe dans la procédure que je décrivais tout à l'heure avec les différents fils. Donc on voit, c'est vraiment très encadré. Vous aviez aussi posé une question, mon cher André, sur les archives. Effectivement, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Madame la Présidente aussi, vous aviez reçu l'Association nationale des archives. D'ailleurs, on peut se féliciter de leur contribution citoyenne autour de ce projet de loi, car ils ont été actifs et ont nourri finalement notre réflexion. Et on peut tout de même s'enorgueillir de la finalité avec un texte de loi qui ouvre finalement très très largement nos archives, mais tout en préservant cette nécessité de préserver les intérêts supérieurs de la nation en termes de sécurité. Donc, merci beaucoup. Et je finirai par Monsieur Jean Lassalle. Effectivement, vous abordez dans votre propos plusieurs points. Cette société, finalement, qui va vers une radicalisation, avec un certain nombre de pertes de repères d'une partie de la population. Effectivement, on parle de terrorisme, mais pour régler ce problème, c'est aussi, en tout cas, quand ça concerne l'intérieur de notre pays, cela soulève aussi des problématiques sociétales qu'il faut aussi, effectivement prendre en compte. Mais cette radicalisation est au sein de notre pays, comme vous le dites dans votre propos, qui était pas vraiment une question, mais qui était plus une réflexion. Mais c'est aussi au niveau international qu'il faut le traiter. Vous avez entièrement raison. Il faut qu'on forme des synergies avec d'autres pays qui s'alignent sur les mêmes valeurs que nous, car le terrorisme, comme l'avait redit à Orléans la ministre des Armées, c'est quand même la cause la plus meurtrière en ce moment, et c'est important que nous mettions tous nos moyens, que ce soit à l'intérieur de notre pays, mais aussi sur le plan international, et de là la saisie de notre commission aussi sur ce projet de loi, parce que, comme vous le savez, nos militaires sont aussi à l'extérieur de notre pays, et on rejoint finalement cette idée de continuum sécurité défense. Voilà, mes chers amis, je pense avoir répondu à toutes les questions. Et Madame la Présidente, je vous laisse la parole si vous voulez bien. Je vous passe la parole. Juste pour compléter, merci, chers collègues, la présentation et la réponse précise aux questions. Je crois que la notion de terroriste, il suffit peut-être de reprendre la définition du Robert, je pense qu'elle est exhaustive. C'est l'emploi de la violence pour atteindre un but politique, soit par prise d'otage, destruction ou attentat. Je pense qu'à elle-même, elle intègre y compris les formes de terrorisme telles que vous les avez profondément, malheureusement, vécues sur votre territoire. Pour ce qui est je voudrais juste, avant de finir, répondre aussi à certains d'entre vous qui nous font état effectivement de la notion de brièveté des délais qui nous ont été impartis. En fait, on n'avait pas vraiment le choix. J'ai eu égard au dépôt de la lettre rectificative du 12 mai qui a été qui a complété ce texte, dont nous sommes saisis. Il y avait aussi la nécessité, pour ce qui concerne les archives, à profiter de ce véhicule législatif pour répondre aussi aux souhaits et à la volonté d'un certain nombre d'historiens, notamment suite au rapport Stora. Le président de la République avait
s'était engagé à répondre très rapidement à ce besoin d'accès aux archives, à la facilitation des accès aux archives. Et donc, il me paraissait important de pouvoir, parce que ça s'y prêtait bien, pouvoir avoir ce débat sur ce texte, sur une notion qui est aussi très importante, parce que chaque fois que l'on restreint, à la fois on protège des libertés et on en ouvre d'autres. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps, qu'il y avait, voilà, après il y a les délais de dépôt de dossier et que on n'avait pas vraiment d'autre choix. Mais bon, vous aurez de toute façon suffisamment de temps pour y retravailler. Je sais que les dépôts d'amendements auront quand même le temps d'être déposés et exprimés. Donc on va d'abord... Monsieur Goudefard, pardon. Merci Madame la Présidente. Je voulais laisser la parole aux représentants des groupes et j'avais une petite question en fait au rapporteur, peut-être juste avant d'examiner les amendements. C'est vraiment une question ouverte. J'ai lu, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, le rapport de nos collègues Larrivé et Carvan émis de juin 2020 sur le cadre juridique du renseignement. Et il est fait mention, et on en parle peu souvent, du contingentement de toutes nos mesures de renseignement. Vous savez, le rapporteur l'a dit, il y a en réalité un contrôle, on va dire, qualitatif, notamment par la CNCTR, et il y a un contrôle aussi, une forme de contrôle quantitatif. C'est-à-dire que beaucoup de nos mesures de renseignement sont contingentées. Et je vais vous donner un exemple, je pense aux interceptions de sécurité. Vous savez, les interceptions de sécurité, c'est après les algorithmes, c'est après les mesures administratives de renseignement, c'est-à-dire quand on veut connaître le contenu des conversations, notamment. Eh bien, celles-ci sont contingentées. Et je voulais avoir l'avis du rapporteur. Quand on regarde la répartition par ministère du contingentement de ces interceptions de sécurité, on voit qu'en fait, elles évoluent beaucoup dans le temps. On constate quoi? On constate qu'en 91, par exemple, le ministère de la Défense, on avait le droit à 232. Alors 232, allez savoir pourquoi 232 et pas 235, par exemple, ou 240. Et puis, chaque année, le ministère de la Défense, mais comme tous les autres ministères, demande le décontingentement, en tout cas qu'on repousse ce seuil. Et on arrive en 2019 à 550 pour le ministère de la Défense. Je ne vous parle même pas de l'intérieur, c'est beaucoup plus. En fait, on voit que chaque année, on repousse le seuil. Donc ma question, elle est toute simple. Puisqu'il y a un contrôle qualitatif de la CNCTR, qu'est-ce qui justifie encore un contrôle quantitatif? Et j'ai envie de dire, si on était face à une vague de terrorisme, pourquoi est-ce que le ministère de la Défense serait, en 2019, contingenté à 550 ? Donc moi, ma question, elle est assez simple. Et je pense que je vous avouerai que j'ai envie de soumettre ce débat peut-être en séance dans quelques jours. Pourquoi est-ce qu'on ne décontingenterait pas complètement pour l'ensemble des ministères? Merci. Merci, chers collègues. Alors, effectivement, votre question est très intéressante entre le qualitatif, donc on a déjà évoqué largement tout à l'heure, et le quantitatif. Et l'exemple est parlant, 91 232 et puis maintenant 520 pour la défense, 550. En fait, n'oublions pas que les techniques de renseignement évoluent. Et on va dire que le spectre des choses qui puissent se faire évolue aussi. Notre société évolue. Maintenant, nous sommes dans une guerre hybride, on va dire, où on a des menaces économiques, des menaces à l'intérieur. Et donc, il y a un champ du possible qui change aussi d'une décennie à une autre. C'est juste pour mettre en relativité les chiffres et aussi l'évolution, finalement, de la société, des menaces, etc., quoi. Alors pourquoi cette notion quantitative? C'est tout simplement un garde-fou. C'est pour finalement veiller à ce qu'il n'y aurait pas autant les choses. On peut l'admettre,
puisse évoluer d'une décennie à une autre, parce que le contexte international, le contexte économique, le contexte sociétal évolue, mais il faut tout de même vérifier que d'un seul coup, il n'y ait pas une explosion de quelque chose qui se ferait. Et donc, ce quantitatif permet d'avoir finalement des voyants qui s'allument et si nécessaire, voilà, d'alerter l'opinion publique. Donc, c'est une façon de maintenir les libertés. Mais c'est un sujet très intéressant. Je vous remercie. Vous voulez bien, mes chers collègues, nous allons passer donc maintenant à l'examen et au vote des amendements et des articles dont nous sommes saisis. Alors, tout d'abord, sur l'article 7, qui concerne la transmission de renseignements entre les services, la commission est saisie de 2 amendements, les numéros 12 et 13 de M. Jacques Marilossian. Donc, pour l'amendement 12, si vous voulez bien prendre la parole. Merci Madame la Présidente. L'article 7 du projet de loi, ainsi que les alinéas 17 et 19, constituent un dispositif qui met à disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la fameuse CNCTR, les relevés des transcriptions, extractions et transmissions effectuées pour une finalité différente de celle justifiée pour le recueil. Dans une délibération du 7 avril 2021, la CNCTR rappelait qu'elle ne dispose pas de la capacité à traiter l'ensemble des relevés lors des contrôles a posteriori auxquels elle procède habituellement. Pour un contrôle effectif, la CNCTR recommandait que le dispositif soit revu afin que ces relevés lui soient systématiquement et immédiatement transmis par les services de renseignement. Le présent amendement répond donc à cette demande de la CNCTR et cela entraîne naturellement la réécriture de l'article 19. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Votre avis sur cet amendement ? Oui, merci, chers collègues. Vous soulevez un point intéressant qui reprend la délibération de la CNCTR sur l'avant-projet de loi. Je tiens à souligner qu'à la suite de cette délibération, le gouvernement a complété le texte de loi pour prévoir que les relevés sont immédiatement transmis à la CNCTR lorsqu'il y a un changement de finalité. Donc, c'est l'alinéa 19. Alors, cela me paraît suffisant. Laissant au service le temps de s'approprier cette nouvelle disposition qui va mobiliser déjà beaucoup de ressources humaines supplémentaires. En conséquent, je vous propose, si vous voulez bien, chers collègues, de retirer votre amendement. Je le retire. Numéro 13, donc je vous cède à nouveau la parole. L'amendement suivant était un amendement de repli par rapport au précédent, puisqu'il s'agissait d'intégrer immédiatement à l'alinéa 19 le mot systématiquement, en plus de immédiatement. Monsieur le rapporteur. Oui, donc en tout cas, merci, chers collègues, pour votre démarche. Vous avez ce sens de l'intérêt général et c'est vrai que même si votre intention était très louable, le risque était peut-être de faire quelque chose qui puisse alourdir. Donc merci de votre démarche et merci de nous éveiller sur ce sujet. Donc il est retiré de fait. Alors, oui, votre avis. Donc il est retiré, donc demande de retrait. Donc, il est retiré. Bien, ben, écoutez, merci, ça va plus vite comme ça. Hein. Bon, donc maintenant je mets aux voix l'article 7, qui est contre, qui est pour et qui s'abstient. Donc je considère qu'il est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Ah pardon, vous vous abstenez. Très bien. Donc... la commission a donné un avis positif à l'adoption de cet article 7. L'article 8, qui concerne donc la conservation des données
Pour les travaux de recherche et développement, la commission n'est saisie d'aucun amendement. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Non. Donc, je mets tout de suite au vote cet article. Qui est pour? Bien. Qui est contre? Et qui s'abstient? Très bien. Donc, l'article 8, la commission donc, émet un avis positif à cet article 8. On passe ensuite à l'examen de l'amendement numéro 18, créant un article additionnel après l'article 8 déposé donc, par notre rapporteur Jean-Michel Jacques. Je vous cède la parole, Jean-Michel. Merci, Madame la Présidente. Alors, au terme de l'article L822-2 du CSI, les durées de conservation des données à compter de leur recueil sont de 30 jours pour les interceptions de sécurité et pour les paroles captées, et de 120 jours pour les fixations d'images, le recueil des données informatiques et la captation de données informatiques. La durée de 30 jours retenue pour les paroles est inopérante s'agissant des vidéos contenant à la fois du son et l'image. Les services sont ainsi contraints, au bout de 30 jours, de supprimer l'audio et de garder la vidéo muette. Cet amendement vise à prévoir une durée maximale de conservation unique pour les deux collectes par les dispositifs de captation de paroles et ceux de captation d'images. Celle de 120 jours présente l'avantage d'harmoniser les durées de conservation s'agissant des techniques de recueil de renseignements du chapitre 3, sonorisation, fixation d'images, recueil de captation de données informatiques. Voilà, mes chers collègues, c'est un amendement qui cherche l'efficacité et de bon sens. Merci. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir? Donc, pas d'autres commentaires. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 18 de notre rapporteur. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre, pardon. Je vais plus vite. Très bien. Donc, la commission adopte cet amendement. Merci. Bravo. Le vote du texte dans son intégralité et une discussion en séance. Ensuite, l'amendement numéro 18... Pardon. Voilà, pardon. Oui, nous passons à l'article 9 qui concerne l'harmonisation des durées de techniques de recueil, de captation des données informatiques. Donc, nous n'avons pas d'amendement concernant cet article. Donc, sauf si vous souhaitez intervenir à ce sujet, je mets cet article aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Et donc, je vous remercie. Avis positif à l'adoption de cet article. Ensuite, l'amendement numéro 17. Créant un article additionnel après l'article 9, déposé donc à nouveau par notre collègue Jean-Michel Jacques. Si vous voulez bien prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Dans le cadre de la surveillance des communications électroniques internationales, le Code de la sécurité intérieure prévoit que le Premier ministre, après avis de la CNCTR, peut autoriser les exploitations des données de connexion et de communication de certaines zones géographiques, d'organisation, de groupes de personnes ou de personnes. Ces autorisations sont délivrées pour une durée de 4 mois et sont renouvelables. Or, certaines de ces autorisations sont renouvelées depuis plusieurs années sans discontinuer. C'est pourquoi il est proposé de porter à 6 mois la durée d'autorisation. Le but de cet amendement est de simplifier et de soulager le travail de nos services et de la CNCTR également. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Donc, on met aux voix l'amendement 17 de notre rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Alors, il est lui aussi adopté. Et merci de cet ajout important pour nos services.
Ensuite, nous passons à l'article 10 qui concerne l'extension des possibilités de réquisition des opérateurs télécoms pour la mise en œuvre des techniques de renseignement et des techniques spéciales d'enquête. Nous n'avons pas d'amendement à cette heure, donc si personne ne souhaite prendre la parole, je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Je vous remercie. Donc, avis positif à l'adoption de cet article. L'article 11 concerne l'expérimentation d'une technique d'interception des communications empruntant la voie satellitaire. Nous avons là non plus pas d'amendement à cette heure. Si personne ne demande la parole, donc je mets aux voix cet article 11. Qui est pour ? Qui est contre ? Je vous remercie. Donc, avis positif à l'adoption de cet article. L'article 12 concerne la pérennisation des dispositions relatives à l'algorithme. Nous n'avons pas d'amendement non plus. Et donc, je mets aux voix cet article 12, sauf avis contraire. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Eh bien, écoutez, cette allure, on va aller très vite. Donc, avis positif à nouveau pour l'article 12. L'article 13 concerne les modalités d'exécution des traitements autorisés et extension aux adresses complètes des ressources sur Internet, donc les URL. Nous n'avons pas d'amendement. Si personne ne souhaite prendre la parole, je mets aux voix cet article 13. Qui est pour ? Qui est contre ? Donc, avis positif à l'adoption de cet article 13. Nous passons à l'article 14 qui concerne l'ajout des adresses complètes de ressources sur Internet, donc les URL, aux données susceptibles d'être recueillies en temps réel et définition de leur durée de conservation. La commission n'est pas saisie d'amendement, mais donc si personne ne souhaite prendre la parole, je mets aux voix cet article 14. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est donc... on met un avis positif pour cette adoption. Ensuite, l'article 15 concerne les modalités de conservation des données de connexion en cas de menaces graves, actuelles ou prévisibles sur la sécurité nationale. Il n'y a pas eu d'amendement non plus. Je mets aux voix cet article 15. Qui est pour ? Qui est contre ? Je vous remercie. Avis positif à l'adoption de cet article 15. L'article 16 concerne la procédure de contrôle préalable à la mise en œuvre des techniques de renseignement sur le territoire national. Nous n'avons pas d'amendement. Je mets aux voix cet article 16. Qui est pour ? Qui est contre ? Je vous remercie. Donc, article 16 adopté. Ensuite, l'amendement numéro 16 créant un article additionnel après l'article 16 déposé par notre rapporteur Jean-Michel Jacques. Si vous voulez bien prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Oui, cet amendement concerne le Code de la sécurité intérieure qui prévoit que l'instruction d'agents de services de renseignement dans un lieu privé pour y mettre en place ou utiliser ou retirer certains dispositifs, par exemple de balisage, captation de paroles, d'images, de recueil, de captation de données informatiques, doit être autorisé par le Premier ministre après avis de la CNCTR. Cet avis doit être rendu en formation collégiale, restreinte ou plénière lorsque le lieu concerné est à usage d'habitation. S'il paraît justifié que les demandes d'introduction dans un lieu d'habitation pour y mettre en place et utiliser des dispositifs de surveillance fassent l'objet d'un examen en formation collégiale, la situation est différente s'agissant de la maintenance ou du retrait de ce dispositif. Ainsi, lorsque les services souhaitent reprendre leur matériel, la CNCTR ne peut qu'émettre un avis favorable puisque le retrait du dispositif de surveillance bénéficie à la protection de la vie privée de la personne intéressée. C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir qu'une introduction dans un lieu d'habitation
à la seule fin de retirer ou d'assurer la maintenance d'un dispositif ayant servi à recueillir des renseignements puisse être autorisé par le Premier ministre au vu d'un avis rendu par un seul membre de la CNCTR, ce membre seul, et soit le président ou un magistrat. En fait, cet amendement est très cadré et finalement permet l'efficacité et soulage aussi bien les services que la CNCTR. Je vous remercie. Tout à fait. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir sur cet amendement additionnel ? Peut-être juste Monsieur une question. Bouchard. Merci Madame la Présidente. Juste une question. C'est-à-dire que l'état actuel du droit, Monsieur le rapporteur, nécessitait donc déjà que la CNCTR, dans une collégialité, se réunisse pour enlever un dispositif. C'est ça. Oui, et effectivement, chers collègues, c'est bien ça. Donc, pour la mise en place du dispositif, elle se réunit de façon collégiale, et pour le retrait ou la maintenance, aussi. Et finalement, vu que c'est ça protège finalement plus. On enlève quelque chose d'un lieu privé. Donc, c'est tout simplement de façon à fluidifier, à soulager les uns les autres pour aller vers l'efficacité. Et tout ça est très cadré, de toute façon. Voilà. Donc ça correspond à un besoin de terrain, on va dire. Je rajouterais que il faut saluer aussi le travail de la CNCTR. Je crois que Monsieur Delon le disait la semaine dernière, parce que l'ensemble de leurs interventions et de leur travail, de leur mobilisation, y compris en période Covid, ne leur permet pas de faire quoi que ce soit de manière ouverte. Donc, c'est une lourde charge et des contraintes qui pèsent. Et je pense que cet amendement sera de nature, justement, à faciliter un peu leur travail. Donc, je mets aux voix l'amendement numéro 16 de notre rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Donc, la commission adopte cet amendement de bon sens, comme le rappelle notre collègue, et je l'en remercie. Nous passons à l'article 17 qui concerne les échanges d'informations entre les services judiciaires et les services de renseignement dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité organisée, et entre les services judiciaires et l'ANSSI dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. La commission n'est saisie d'aucun amendement, donc si personne ne souhaite prendre la parole, je mets aux voix l'article 17. Qui est pour ? Qui est contre ? Donc je considère que cet article est adopté. Nous passons maintenant à l'examen de l'amendement numéro 14, créant un article additionnel après l'article 17. Amendement que j'ai déposé donc avec les autres députés membres de la délégation parlementaire au renseignement. Donc la présidente Braun-Pivet, présidente de la commission des lois, Monsieur Loïc Kervran et Monsieur Claude Deganet, nos deux chers collègues de la commission de la Défense. Donc je vais me permettre de vous expliquer un petit peu la teneur de cet amendement. Instauré par la loi du 9 octobre 2007, après de multiples tentatives avortées de création d'un organe parlementaire de contrôle des services de renseignement, la délégation parlementaire au renseignement est aujourd'hui une instance qui est pleinement reconnue par la communauté du renseignement. Le temps semble venu désormais de franchir une nouvelle étape du contrôle parlementaire de la politique publique du renseignement, conformément à l'engagement pris par le gouvernement il y a déjà 3 ans, lors de l'examen de la loi de programmation militaire 2019-2025, et réitéré à l'occasion du colloque des 10 ans de la délégation parlementaire au renseignement dans le cadre de l'Académie du renseignement. Donc, le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement est bien le véhicule législatif pertinent pour faire évoluer les compétences et les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement. Donc, cet amendement propose l'ajout d'un article additionnel au chapitre 2 après l'article 17. Donc, il s'agit de modifier l'article 6 noni de l'ordonnance du numéro 58
1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Donc, en ma qualité de présidente de la délégation parlementaire au renseignement, j'ai en effet engagé ces dernières semaines un dialogue avec l'exécutif, je ne mettrai pas de qualificatif, afin d'identifier les voies d'évolution souhaitables et possibles. Ça a été un dialogue nourri, vous en conviendrez, et je suis en mesure de vous confirmer que cet amendement qui a été donc co-signé par mes 3 autres collègues députés de la délégation parlementaire au renseignement, recueille en l'état un avis favorable du gouvernement. Il a été vraiment discuté sur le fond, avec beaucoup d'écoute de la part des services concernés et dans la plus grande, je dirais, volonté de construire et d'avancer, de progresser dans les responsabilités et la capacité de contrôle de notre DPR. Donc, il comporte des avancées importantes, à savoir donc que le champ de compétences de la DPR est élargi au suivi des enjeux d'actualité qui concernent la politique publique du renseignement. La DPR sera désormais destinataire chaque semestre de la liste des rapports d'inspection portant sur les services de renseignement. Ça nous permettra de savoir quels sont ces rapports. Et jusqu'à présent, nous n'avions pas connaissance, donc c'était difficile de pouvoir ensuite les demander. La DPR pourra également demander la communication de tout document, information et éléments d'appréciation qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission. Donc là, il s'agit d'une avancée vraiment significative, car jusqu'à présent, la DPR n'est destinataire que d'une liste limitative de documents. En revanche, ce droit à l'information élargi reste évidemment limité aux besoins d'en connaître de la délégation parlementaire au renseignement, qui exclut de facto les opérations en cours, les méthodes opérationnelles pour y parvenir et les relations des services avec leurs partenaires étrangers, qui est aussi l'apanage d'une relation à la fois de confiance et de réciprocité. Au-delà de la liste limitative jusqu'à présent prévue par la loi, la DPR pourra à l'avenir auditionner toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services du renseignement. Jusqu'à présent, seuls les directeurs des services et les personnes placées auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en Conseil des ministres pouvaient être auditionnés. Donc nous élargissons, ce qui nous permettra aussi de pouvoir avoir une vision plus concrète, souvent aussi sur le terrain de la réalité des situations. Et je pense que ça sera de nature, non pas d'être dans l'inquisition, mais justement de comprendre le contexte dans lequel les choses se sont passées pour nos services. Donc on vous parlera de tout ça plus tard. Et enfin, la DPR aura la possibilité de demander chaque année au coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme de lui présenter le plan national d'orientation du renseignement, le fameux PNOR. En fait, cet amendement reprend l'esprit de la proposition de loi de notre collègue sénateur Philippe Bas en 2018, tout en encadrant plus strictement les nouvelles prérogatives accordées à la DPR. Donc cet amendement aura d'autant plus de poids que nous le porterons collectivement en nos qualités de membres de la délégation parlementaire au renseignement dans nos assemblées respectives. Et à cette heure, en tout cas, je peux vous assurer que donc nous sommes 8 et que c'est vraiment un travail collectif, que nous travaillons dans la plus grande confiance et la plus grande collégialité. Claude Deganet peut en attester ici. Et il était important que cet amendement soit aussi le fruit d'un travail avec nos collègues sénateurs, tous bords confondus. Et donc, c'est une avancée significative et je suis heureuse de pouvoir la porter devant vous. Je souhaiterais peut-être que Claude Deganet puisse rajouter quelque chose au sujet de cet amendement que nous avons porté.
Vous avez tout dit, Madame la Présidente. Effectivement, ça permet de renforcer notre contrôle, le contrôle du Parlement. Donc, on va dans le sens d'une plus grande transparence vis-à-vis des services de renseignement, la façon de fonctionner, de travailler. Le fait de pouvoir auditionner non seulement les directeurs, mais également leurs collègues, en présence ou non du directeur, est de nature aussi à étendre notre champ de compréhension des sujets et de mieux appréhender ensemble des problèmes liés au renseignement. Et ensuite, le fait de pouvoir s'intéresser aux problèmes d'actualité, c'est essentiel, c'est intéressant, et non pas d'attendre un délai assez long a posteriori, mais d'être bien au courant, finalement, au fur et à mesure de l'évolution des dossiers de l'actualité. Est-ce que vous avez d'autres prises de parole? Est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir sur cet article? Bien. Bon, eh bien, écoutez, Monsieur Jean-Michel Jacques, évidemment, votre avis? Pardon. Écoutez, Madame la Présidente, ce sera un avis très favorable d'un amendement qui consolide la position de la CNCTR, et que je rappelle, qui est composé de membres imminents et qui sont en pleine responsabilité et qui prennent à bras-le-corps leur place, et qui est soumis aussi au devoir du secret. Et voilà, je voudrais souligner aussi la qualité de cette commission, et à travers cet amendement, vous la consolidez. Je vous remercie. Avis favorable. Merci. Nous rappelons aussi qu'il y a nos collègues députés qui en sont membres. Donc je vais mettre aux voix l'amendement numéro 14. Qui est pour? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie de votre confiance. Donc, nous considérons que la Commission a adopté cet amendement. Je vous en remercie vivement. Je crois que ce sera un vrai progrès que nous pourrons défendre en séance. Nous passons à l'article 18 qui concerne la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord présentant une menace. Nous n'avons pas, la Commission n'a pas reçu d'amendement à la matière. Si personne ne souhaite prendre la parole, je mets aux voix cet article 18. Qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, avis positif à l'adoption de cet article 18. L'article 19 concerne l'accès aux archives publiques. Nous n'avons pas d'amendement déposé en commission. Si personne ne souhaite prendre la parole, je mets aux voix cet article 19, qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie. Avis positif à l'adoption de cet article 19. Donc, je peux mettre maintenant aux voix l'ensemble des articles du projet de loi dont nous sommes saisis pour avis, ainsi amendés. Donc, qui est pour? Qui est contre? Eh bien, écoutez, je vous remercie. La Commission donne un avis positif pour l'adoption des articles 7 à 19 du projet de loi ainsi amendé.